Yes! Salut tout le monde, je m'appelle Louis Dumas, puis je suis super content de vous présenter l'épisode numéro 17 du podcast Les Têtes Creuses. Puis cette semaine, je reçois quelqu'un que j'avais hâte de recevoir, puis que je suis très très curieux de découvrir cette personne, tout le monde, Gaël, etc. Bonsoir tout le monde! Je l'ai bien dit? J'ai bien dit, etc. Oui, absolument, c'était parfait. All good. Oui. Question d'ouverture, mon grand classique. T'es native de où? De Montréal. Oui, imagine, la ville a quasiment pas tenu le coup, là, mais je suis native de Montréal. On va s'en sortir. Oui. Ça a comme été le bug de l'an 2000 à ta naissance. Tout le monde a bugué. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Surtout ma mère, là, oui, elle a bugué beaucoup fort parce qu'elle a crié au médecin, elle a une tête d'eau, parce que j'avais vraiment une grosse tête, ça a l'air que je l'ai pas manqué quand je suis sortie. Mais Okay, le passage a été difficile, les forceps ont été nécessaires. Oui, exact. Il a fallu que je ferais mon chemin, oui. Toujours à Montréal? Oui, je suis revenue à Montréal. J'ai eu un épisode heureux en campagne et je suis revenue à Montréal pour les études, puis je suis restée à Montréal depuis. Oui, j'ai étudié. Ouais, un épisode heureux en campagne. Donc, il y a un sous-entendu que la campagne, c'est mieux que Montréal. Pour moi, oui. Ouais, moi pour aussi, mes voisins aussi, d'ailleurs. Ils voudraient beaucoup que j'y retourne. Oui. Je suis un gars de campagne, puis là, j'envisage de déménager à Montréal pour l'humour, tout ça. Chez vous. Puis, je me bats avec le dilemme de... Je vais aussi à Montréal où je me tape le voyagement à plus. C'est beaucoup ça le dilemme. Oui. Pour les humoristes, beaucoup. Moi, je te dirais, honnêtement... Je sais pas dans quelle région t'es, si t'es bien loin de Montréal, es-tu loin? Drummond, je suis pas bien loin, là. OK. Bon, écoute, ça se fait, dans le sens que tu peux venir à Montréal puis retourner chez toi dans la même journée. Honnêtement, pour les... je sais pas non plus dans quel type d'habitation t'habites. C'est-tu une maison? T'as-tu, tu sais, là, un terrain? As-tu de l'air? Je te dirais, moi, il faut dire que moi... J'habite Côte-des-Neiges, hein, où vraiment les Nations Unies de Montréal. Et puis, on est court à court, donc on vit, autrement dit, tout le monde ensemble ici. Vraiment, littéralement, là, je veux dire, on s'entend s'épiler les sourcils. C'est extraordinaire. Fait que, des fois, c'est le fun. D'autres fois, c'est moins fun. Fait que, tu sais, vraiment, la proximité à ce point-là, là, que tu vois littéralement dans le salon de ton voisin, puis bon... Il y a des gens qui aiment ça, qui peuvent trouver ça excitant, c'est pas pourquoi. Ça sonne légèrement pervers, genre, des gens qui aiment ça. Avec des jumelles. T'as pas besoin de jumelles, c'est l'avantage de Montréal. Si t'aimes pas les jumelles, tu peux te servir de tes fenêtres, il y a zéro problème, tu vas tout voir. En tout cas, chez nous, tu vois tout du voisin. La cuisine, tu peux même aller voir dans la salle de bain, on voit tout. Et on s'entend surtout, beaucoup. On s'entend beaucoup. On le sait quand quelqu'un a une grippe, on sait quand l'autre éternue, on sait quand l'enfant a fait quelque chose de pas correct, on connaît nos vies, là. On vit vraiment ensemble. Je m'ennuie de la campagne. Mais je vais revenir, on rembobine un peu. Tu m'as dit, il y a des bons côtés, puis il y a des mauvais côtés. Mais là, j'ai juste entendu les mauvais côtés. Quels sont les bons côtés de vivre à Montréal? C'est sûr que t'as une diversité. T'as les choses à proximité. T'as quand même... Plus, moi, je parle juste au sens de l'humour, là. Bon, malgré que, tu sais, des villes comme Québec et tout ça, Gatineau, il y a beaucoup de possibilités pour se faire voir, aller présenter des choses, rôder des numéros, rencontrer des gens, se placer, s'établir, bouger. Ça vit beaucoup culturellement, je veux dire, au niveau des arts, au niveau de la culture, au niveau de l'épicerie, au niveau, tu sais, tu as des choix, tu as une diversité incroyable. Mais c'est toujours bouillonnant, il y a toujours du bruit. C'est le fun, puis des fois c'est le fun, des fois c'est moins le fun. Il y a des bons côtés aussi à être à Montréal, tu es près de tout, t'as pas à te déplacer pendant des heures pour te rendre à ton open mic ou à ta soirée d'humour.
nécessairement, mais c'est ça. Ça fait partie des beaux côtés quand même. Parce que c'est quand même beau Montréal, mais il y a une densité que honnêtement, je prendrais peut-être à la petite cuillère plus avoir la possibilité d'être vraiment à l'extérieur de Montréal. Je le ferais. Mais c'est sûr qu'il y a plus de déplacements. C'est ça. Ouais, mais je suis encore en dilemme tout de même. Mais quand même, merci Gaël. Ça me fait plaisir pour toi, mais c'est sûr, un avantage pour toi, il y a beaucoup plus le bassin de jeunes femmes ou beaucoup plus élevé à Montréal. J'ai décidé d'être sexiste en disant ça, mais peu importe ta préférence ou ton adoration, le bassin est beaucoup plus intense à Montréal. Je ne veux pas mettre personne mal à l'aise, c'est juste pas de mes affaires. C'est juste que je me suis rendu compte que j'avais été extrêmement sexiste. Et puis voilà. Bon, non, c'est juste que t'as pris pour acquis. C'est simplement ça, mais il n'y avait rien de sexiste là-dedans. Là. Non, mais ok, j'ai pris, c'est ça. Effectivement, j'ai pris des choses pour acquis. T'as bien raison. Ouais. Mais je te rassure, t'avais visé juste. Fait que. Non, mais c'est juste que, tu sais, il y a de tout. Montréal, c'est le genre coutu de l'amour. Il y a de tout pour tout le monde. Puis bien des amis. Fait que c'est comme ça. Il y a sûrement une raison pourquoi tu veux venir à Montréal au juste. Pourquoi ça te travaille à ce point-là? Ah, ben non, mais c'est juste. C'est de quoi que. Quand j'ai décidé de me lancer en humour. Oui. Je voulais aller faire les cours de soir à l'école de l'humour. Oui. Là, finalement, j'ai décidé de pas les faire. Parce que j'aime bien tracer ma propre voie. Qui est peut-être un mauvais choix. Par exemple, je veux pas te casser ton bicycle, mais il y a des bonnes affaires. Il y a des bons cues à aller chercher. Puis c'est le fun de. En tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait certains avantages, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais, mais peut-être il y a un cours qui m'intéresse beaucoup. Là, j'essaie de me souvenir du nom. C'était au niveau de l'écriture ou c'était l'exploration humoristique? C'était animation. Oui, ok. Je me débrouille déjà pour payer en animation, mais ça, je voudrais vraiment le perfectionner. Puis, parce que j'ai appris sur le tas, comme que je te disais avant l'enregistrement, j'ai fait des conférences. J'anime un petit peu par-ci par-là. Mais je me dis toujours que ça, je le maîtrise peut-être moins. C'est peut-être justement mon personnage de scène qui vient compenser mon animation. Ou vraiment le fait que j'ai une grande gueule puis que j'arrête jamais de parler. Bon, je comprends que tu dises que tu as une grande gueule parce que je t'étais pour te le dire. Ça n'a pas d'allure, là, franchement. Mais si tu me permets, écoute, que je te ferai ici, tout en respectant le format de l'émission puis le contexte de l'émission, mais j'aurais peut-être une bonne référence pour toi à ce moment-là au niveau d'un cours d'animation que tu pourras faire à distance si c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement potentiel. Quand on sera rendu au plug, je pluggerai la chose parce que c'est quelque chose que c'est un professeur, c'est un cours que j'ai fait et que j'apprécie énormément et qui continue à me donner des bons cues et qui donne un cours sur l'animation de soirée. Donc, oui, c'est ça. Fait que si ça t'intéresse, j'en parlerai à tout le monde quand on sera rendu là. À moins que je peux le nommer tout de suite, si tu veux. Ouais, ben, je suis curieux. Je suis très curieux. Je suis flexible. Je suis vieille, mais je suis flexible. Le grand écart, c'est à soir que ça se passe. C'est ça, Evelyn, that's it. Son nom, c'est Frank Grenier. Je ne sais pas si tu as déjà entendu des ateliers Frank Grenier. Bon, parfait. Ben, Frank Grenier donne aussi ce qu'il appelle des ateliers à la carte. Et d'ailleurs, ce soir, il donnait un atelier sur l'animation de soirée, des choses comme ça. Et il faut s'inscrire sur sa page Facebook, les ateliers Frank Grenier. Et quand il fait des annonces ponctuelles de cours d'animation de soirée ou d'autres types de cours, ce qu'il appelle à la carte, là, parce qu'il y a aussi un format une session de cours de 12 semaines qui donne aussi, mais spécifiquement au niveau de l'animation de soirée, puis il y en a créé plusieurs, puis il en a animé beaucoup. Fait que c'est quelqu'un qui a vraiment un bagage, non seulement c'est un excellent pédagogue, parce qu'il est vraiment pédagogue, c'est pas donné à tout le monde d'être pédagogue. Je suis pas en train de vous le vendre, c'est juste que c'est quelqu'un que j'apprécie et je trouve qu'il est très, très pertinent, mais en plus, il a vraiment cette expérience-là, cette expertise-là, je te dirais. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de livrer ses connaissances clairement.
Fait que je trouve ça, il est très efficace. Toi, tu dis que t'es pas en train de nous le vendre, mais moi, je vais vous dire, en revanche, je vous vends les cours à Frank Graney parce que c'est tout le temps quelqu'un de qui que j'ai des bons commentaires. J'ai bien entendu parler, oui. Ouais, puis la seule chose, c'est que je ne savais pas qu'il offrait des cours d'animation. Oui. Fait que je suis déjà toutes ces pages, tout ça, mais oui, je vais aller me renseigner. Je savais qu'il y avait beaucoup de cours, des sessions, tout ça. Mais vraiment, ça m'intéresse encore plus que finalement les cours à l'école de l'humour en animation. Je sais pas pourquoi c'est un transport, tu sais, puis de toute façon, les cours, il y a certains cours de soir qui sont pas donnés cette année à l'école à cause de la COVID, c'est trop compliqué. Même moi, j'espérais pouvoir prendre présentation numéro 2, le reprendre plutôt parce qu'il a été coupé à cause de la COVID. Puis c'est pas donné cet automne. On espère que ça va être là en janvier, mais pour le moment, c'est up in the air. On le sait pas pour le moment, mais je te dirais que oui, Frank Grenier, c'est pas dans le sens d'être une alternative, parce que vraiment, c'est quelqu'un qui se tient par lui-même. Il y a pas c'est pas une solution de rechange, c'est juste vraiment intéressant ce qu'il a à offrir. Ouais, ben on dirait que au début, je voulais aller prendre des cours à l'école de l'humour, faire l'école régulière, tu sais, m'essayer aux auditions. Mais quand j'ai vu que ça prenait un secondaire 5 pour les faire, on dirait que ça m'a dérangé, fait qu'on dirait que j'ai comme tendance à bouder un peu l'école depuis ce temps-là. C'est enfantin comme réaction. Ben, c'est que je me suis rendu compte que j'apprenais beaucoup par moi-même, puis que si je veux pas être pas dans le moule, je veux pas dire que c'est un moule, l'école de l'humour, mais j'aime bien suivre des voies différentes, fait que c'est sûr que des cours à Frank Grenier, ça m'intéresse beaucoup. Puis que l'école de l'humour aussi m'intéresse, mais c'est sûr que dans ma tête, je privilégie quelque chose qui est plus moins rodé peut-être là. Ben quoi qu'il est autant rodé. C'est ça. OK. C'est moi que je cherchais. De l'autre côté, si je peux mettre un petit baume sur ta blessure de secondaire 5, parce que ça doit être la vieille en moi qui sent la sensibilité. Ou c'est juste parce que je taillissade. Ben, j'avoue de ça de même, là. Mais je te dirais que des fois, si on n'a pas comme le fameux secondaire 5, des fois des années d'expérience ou des années de vie, simplement peuvent venir compenser si vraiment le programme de jour t'intéresse. Oui, c'est un cadre qui est vraiment structuré. Puis, je veux dire, on pourrait, dans certains cadres, si on trouve structuré comme, ça devient comme une manufacture, sauf qu'un cadre structuré, souvent, va te donner une flexibilité dans les outils que tu vas pouvoir utiliser après. Puis, je te dis ça parce que moi-même, j'ai étudié en chant classique dans une autre vie antérieure, et je suis allée, oui, c'est ça, je suis allée faire mon cégep en musique à Vincent d'Indy. Et même si j'avais aucune intention de devenir chanteuse classique, ça a toujours été clair que je ne serais pas une chanteuse classique parce que c'était pas un intérêt. Je veux dire, je tombe endormie au deuxième acte moi-même, là, comme consommateur, fait oublie ça, les chanter. Mais ça reste que ça a été une des périodes les plus intéressantes, de ma vie parce que j'ai appris. Oui, c'est la méthode classique avec sa rigueur puis sa rigidité, son cadre et tout ça, mais ça m'a donné une base de culture générale, une base de connaissances, des intérêts divers. Ça m'a vraiment ouvert des portes. Fait que, tu sais, des fois, je trouve que oui, comme n'importe école d'ailleurs, tu vas là, tu apprends ce que tu as à apprendre, puis tu gardes ce que tu as besoin d'en garder. Fait que mais t'ouvrir, je trouvais que ça m'ouvrait toutes les portes. Je me fermais pas les portes d'aucune façon, nulle part, en faisant le procédé classique. Et puis, finalement, j'ai pris une autre porte, mais c'est quelque chose qui reste... je suis curieux. Oui? Quelle autre porte qu'on choisit quand on étudie en musique classique? J'ai toujours aimé plus la musique rock, fait que j'ai fait plus des bandes rock. Après ça m'a amené au théâtre, ça m'a amené à l'impro, dramatique, ça m'a amené ailleurs, puis à un moment donné, c'est ça, j'ai essayé différentes choses pour développer, parce que le chant est pas loin du jeu, mais je me suis rendu compte que comme pour le chant, j'aime plus les choses drôles, je suis plus attirée vers l'humour, en tout cas et comme consommateur et comme acteur dans le sens de élément d'humour, une personne qui un intervenant, on va appeler ça un intervenant en humour, c'est l'enfer, un peu plus François Legault peut aller se coucher, mais
C'est ça. Fait que, ça m'a amené là, mais j'ai eu une culture générale là qui me reste aujourd'hui, une ouverture. Tu apprends beaucoup de choses, tu apprends de la rigueur, tu apprends des méthodes. Fait que, tu sais, on ne sait pas, on part avec une idée, puis il faut rester ouvert à ce qui se manifeste. Parce que la vie nous offre. J'ai commencé à faire du stand-up comique quand j'avais 4-5 ans. Le vendredi soir, chez nous, on se faisait des séances, qu'on appelait ça, tu sais, dans le vieux temps, là. Tu sais, le vieux temps que tu connais pas, là. Bon, vous savez qu'on appelait la TV la boîte à images puis elle était en noir et blanc? Non, il n'y en avait pas de TV! Non, mais le vendredi soir, on se faisait un show. Les plus vieilles chez moi dansaient. Mon frère faisait du bruit parce qu'il ne savait pas danser, chanter ou quoi que ce soit. Alors, c'était une sainte horreur quand il se mettait à danser. On lui donnait des chaudrons puis il faisait du bruit. Puis moi, je faisais ma smart. Je passais mes commentaires à 5 ans sur ce qui se passait dans le monde, puis dans mon petit monde à moi, puis je faisais mon show. Fait que, tu sais, d'une certaine façon, j'ai toujours été humoriste ou quelqu'un qui fait des jokes. Oui. L'entertaining. C'est ça, j'étais bien entertaining. J'étais bien tonnante, j'étais bien loud, puis bien entertaining. C'est ça. C'est naturel. Tu disais que ça fait combien de temps que tu as commencé à faire de l'humour? Ça fait 2 ans à peu près. 2 ans, ok, quand même. Oui. De ce que j'ai vu, tu sais, t'es quand même quelqu'un qui est déjà bien intégré au milieu, si on peut dire. Oui, ça va bien à ce niveau-là, effectivement. Les gens, mais les rapports se font bien aussi. Malgré que ce soit un domaine, un milieu qui est compétitif, comme oui, compétitif. Puis je veux dire, la compétition, c'est sain, c'est le fun, ça peut être stimulant, mais moi, je crois vraiment que il y a une place pour tout le monde. Donc, oui. J'ai plus tendance à... mais je vais résumer ce que tu veux dire par compétition, parce que là, pour les gens qui suivent le podcast, c'est sûr, peut-être pas les gens au live, mais aujourd'hui, j'ai fini le montage de l'épisode 16, puis oui. Là-dedans, on a amené une belle manière de décrire la compétition qu'il y a dans le milieu de l'humour, avec Léonard Turgeon. On a décrit ça, on a fini par conclure que la compétition qu'il y a, c'est une compétition qu'on veut que tout le monde soit bon. On veut que le show soit bon, mais on veut pas être le moins bon du bon show. C'est ça la compétition qu'il y a. On veut pas être le moins bon, mais on veut que tout le monde soit bon parce qu'on veut que le show soit bon, pas que les gens fassent comme « Ah, je retournerai pas, il y en a rien qu'un que j'ai aimé sur le lot. » C'est sûr, mais moi, je voyais ça comme je ne fais pas une soirée d'humour parce que Léonard, il fait la maisonnée, l'open mic de la maisonnée avec Sacha Pérusse où je suis allée aussi. Faire un open mic, puis j'ai rencontré et Léonard et Sacha en cours avec Frank Grenier, justement, dans un atelier de Frank Grenier. Mais Léonard arrive avec une dynamique de compétition pour un show, mais moi, je parlais plus au niveau de la compétition entre humoristes. Okay. Comme personnellement, parce que moi, j'arrive avec une perspective où très, très souvent, puis c'est la forme de compétition que moi je rencontre. J'arrive souvent, je suis la plus vieille dans la gang, ou je suis pas loin de la plus vieille. Si je suis pas la plus vieille, là, c'est de quelques semaines de différence. T'sais. Donc, les gens, souvent, sont dans la trentaine, puis ils se disent « Non, mais écoute, m'as-tu vu le croton? » Je veux dire, on avait hâte de voir ça, qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous sortir? Et habituellement, les gens m'acceptent une fois qu'ils m'ont vu faire un numéro, parce qu'ils savent pas trop à quoi. Ils peuvent pas vraiment croire qu'un crouton comme moi peut vraiment être... Tu sais, c'est juste générationnel, là, tu sais. Mais c'est des choses que j'ai rencontrées systématiquement dans les cours que j'ai faits, dans les open mic que j'ai faits. Les gens ont comme un point d'interrogation à mon endroit. Tu sais, ils savent pas, tu sais, oups, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Tu sais, je veux dire, bon, puis finalement, elle est vraie là, puis c'est parfait de même. Puis je m'intègre, les gens, j'ai bien du fun. Je trouve ça le fun d'être avec des jeunes aussi, parce que l'énergie est différente, mais
on dirait il faut que les gens me voient à l'œuvre avant de comprendre que je suis comme tout le monde, je fais la même affaire que tout le monde. Puis c'est ça que je veux dire. Il y a une place pour tout le monde. Je suis pas quelqu'un j'aime pas compétitionner avec les gens. Moi, je vais faire mon numéro du mieux que je peux. Je vais encourager tout le monde à faire le numéro du meilleur qu'ils peuvent parce que j'ai beaucoup d'empathie pour les gens qui montent sur scène et pour toutes les expériences de scène diverses, de différentes façons, à différentes, que ce soit en chant, en théâtre, en impro, en ce que tu voudras, c'est des expériences de scène qui sont différentes, mais à chaque fois, j'ai beaucoup d'humilité et d'empathie pour qui que ce soit qui se présente sur scène, et ça m'inclut. Donc, être en compétition avec les autres, pas tellement. C'est pas quelque chose que c'est pas un sentiment qui m'anime tellement. Moi, au contraire, je trouve que souvent on arrive en gang, on est sur un show ensemble, on fait un open mic ensemble, let's go, on se rencontre, on se parle, puis c'est un travail d'équipe. Je suis plus une fille de gang. Dans ce sens-là, je suis plus une fille de gang que non, je fais ma chose, puis parce que j'admire profondément et je respecte profondément chaque personne qui monte sur le stage. Puis des fois, il y a des gens qui sont montés sur le stage et je peux te jurer que c'était vraiment pas leur place. Mais ils l'ont fait pareil. Non, c'était vraiment... Et des fois, quand ça va pas bien, ça va pas bien. Pas juste que ça va pas bien, c'est... Tu comprends que c'est juste pas leur univers. Okay. Il y a quelque chose, c'est pas ça, là. Et puis, tu sais, il y a zéro méchanceté dans ce que je dis, là. Zéro méchant, même pas de jugement, mais j'ai quand même, tout ça pour dire que j'ai quand même beaucoup de respect parce qu'ils le font. Tu sais, je dis, il faut le faire, faut l'expérimenter pour savoir si tu es à ta place ou si tu ne l'es pas, ou si tu peux être à ta place. Tu comprends, il faut que tu l'expérimentes. Mais chaque personne qui se livre, qui monte sur un stage, qui se met en état de vulnérabilité, parce que c'est être vulnérable, être en arrière d'un stage, puis tu es tout seul à essayer de faire rire un groupe, un crowd, c'est un état de vulnérabilité. Je n'ai que du respect pour ça. Moi, je trouve que la vision de comment ça joue à ça, faire de l'humour sur un stage, c'est comme du tir à la corde. J'ai déjà utilisé cette comparaison-là, mais il y a une corde entre le public et l'humoriste sur scène. Puis nous autres, on tire, puis on veut qu'il y ait une réponse qui est le rire. Tu sais, notre gag, on tire un coup. S'il n'y a pas de réponse, qu'est-ce que ça fait quand on tire à la corde? Ben, on tombe sur le dos. Tu sais, quand on dit ça fait mal se planter, tu sais, quand ça va pas bien, c'est un petit peu le feeling que j'aime se comparer à ça. Parce que c'est comme, tu sais, tout va bien, tu as une réponse, tout d'un coup, il y a un gag qui rentre vraiment pas puis qui crée un froid. Tu sais, on tombe à la renverse, on dirait. T'sais, souvent, c'est une erreur dans le delivery ou c'est sûr que ça déstabilise, mais avoir des blagues qui rentrent pas comme toutes les autres blagues ou qui rentrent moins, ça fait partie du jeu. Ce que j'ai personnellement vu, je remercie l'univers que je ne l'ai jamais vécu, mais je l'ai vu de mes yeux. C'est quelqu'un qui a 5 minutes à faire au bordel, rien de moins que le bordel, parce que c'est quand même une institution, il reste que c'est ça, et qu'il y a eu zéro rire. Il y a eu zéro, il n'y en a pas eu de rire. Le gars continue à faire son show, et c'était malaisant, on était tous mal à l'aise, puis tout le monde avait beaucoup de compassion. Tu sentais dans la salle que le public avait beaucoup de compassion, de respect envers lui. Je ne suis pas certaine que le gars a survécu ailleurs qu'au bordel, parce qu'il y a quand même une mentalité d'apprentissage au bordel. C'est un public bien éduqué au bordel. Mais ils vont là pour ça, ils savent d'emblée, parce que dans la réalité de la vie des stand-up, tu vas souvent dans des bars un peu partout, je dis, bon, tu rencontres toutes sortes de gens, mais au moins au bordel, je trouve que dans sa malchance, il est quand même bien tombé, parce que c'était pas un club d'amateurs avec une coupe de gossous, là, qui te l'aurait brassé, mais j'ai trouvé ça extrêmement pénible, et j'avais juste j'avais zéro méchanceté, tout le monde avait beaucoup de compassion pour le monsieur qui, de toute évidence, était vraiment mal à l'aise, là. Il se rendait compte que ça ne passait pas. Fait que je trouve que, en tout cas, on s'expose tous à ça. Fait que il y a des gens qui sont compétitifs, on le sent, on le voit, mais
c'est ça. Tu sais, contrairement à Léonard, où il parle de faire son show puis d'instaurer ou d'établir l'open mic de la maisonnée, puis que ça devienne quelque chose ça devienne comme une pierre angulaire de l'humour à Montréal ou comme une référence. C'est sûr qu'au niveau de l'ambition et de la compétitivité, j'en parle pas au même niveau que lui, là, tout simplement. Ouais, ben, je suis content de ta réponse parce que je trouve que j'aime bien ça, parler de ça. Des fois, j'en parle pas dans le podcast parce que, oui, il y a une compétition dans le milieu de l'humour. Puis oui, elle est là, mais il y a des gens qui ne veulent pas l'avoir. Là, je m'explique, c'est qu'il y a des gens qui préfèrent se dire, non, il n'y a pas de compétition. On se fait du fun en chum, puis that's all. Mais c'est que c'est impossible qu'il n'y en ait pas. Non, c'est ça. Il y a une saine compétition, puis il y a des gens il y a toutes sortes de gens. Je veux dire, tu vas rencontrer toutes sortes de gens. Là aussi, il y a des gens qui sont très, très condescendants. Des fois, il y a même des animateurs de soirée qui sont extrêmement condescendants envers des gens qui, ce soir-là, ont peut-être un peu moins performé qu'à d'autres moments. Comme ça arrive, tu oublies ton texte. C'est des choses qui arrivent un peu partout. Je trouvais ça un peu dommage qu'un animateur se permette d'aller là. Mais ça, c'est des choses que, je veux dire, ça fait partie de la game. C'est comme il faut focusser sur son propre cheminement, puis où tu veux aller, puis parce que sinon, on peut pas. En tout cas, moi, je peux pas me permettre de m'arrêter à l'opinion de un ou de l'autre plus qu'autre chose, parce que quand tu es humoriste, c'est un métier solitaire, t'es dans ton chemin, et puis c'est sans avoir des œillères et puis être fermé, tout en restant ouvert, le fait que tu focuses vers là où toi tu veux aller, faut pas se laisser affecter par cette compétition-là. Surtout au niveau de la création, le processus créatif en humour. Oui. S'il y a bien une chose, c'est un travail solitaire, c'est ça. Juste dans la façon d'être créatif, c'est tellement unique. Chaque personne est différente. Donc, c'est ça. En gros, on est un être humain qui arrive sur un stage, puis qui veut que les gens rient, puis qui veut qu'il y ait un effet de communion avec le public. Mais en réalité, le gars sur le stage, il a tellement passé de travail tout seul pour arriver à ce résultat-là, que même il est rendu sur le stage, c'est lui le plus seul dans la salle, puis il faut qu'il provoque l'hilarité. C'est weird. Je trouve que ça commence à ressembler à une description d'un trouble mental, là. Ben, ça aide, je trouve, les troubles mentaux, non, je te dis. Ben, c'est sûr qu'il y en a qui doivent aider. C'est sûr que c'est une autre qui doit venir, là. C'est sûr que tu dis, écoute, moi aussi, très souvent encore, je me dis, pourquoi je m'embarque là-dedans? Tu sais, des soirs, je suis tellement stressée, puis je suis quelqu'un qui a le trac de façon intempestive. C'est même pas drôle, là. J'ai le trac. J'ai pas de gérant, mais j'ai un gérant de trac. Un de mes amis humoriste aussi, qui dit, je vais être là pour gérer le trac, parce qu'il sait que j'ai le trac. Je me dis, non, mais pourquoi? Puis, tu sais, mais il y a un plaisir quand même, justement, dans cette interaction-là avec le public, dans le fait de pouvoir parler au public et que par moment, puis c'est vraiment des moments de grâce, là, tu sais, que la communion, le fil, la communion tient. Tu sais, le flow, l'énergie s'échange vraiment, vraiment bien. Tu sais, tu parlais d'un tiré à l'arc, puis si ça répond pas, que tu tombes à l'arrière. Oh, le tir à la corde, tu sais, comme les Africains, ils tirent chacun leur bout de corde. Oui, mais moi, je trouve juste que la corde, elle devient molle. Tu tombes pas par en arrière, c'est juste que la corde devient molle. Oui. Ça devient malaisant. Tu tombes pas par en arrière, mais la corde devient molle. Oui, c'est ça, il n'y a plus de réponse. Il n'y a plus de réponse, tu sais. Parce que c'est le phénomène de l'humour, c'est justement de passer le quatrième mur, de parler directement au public qui fait toute la différence, qui fait que tu tombes pas sur le dos, mais que la corde est molle. Ça m'emmène à une autre question que normalement j'emmène plus tard dans le podcast, mais est-ce que tu es quelqu'un qui fait du crowd work ou
des choses comme ça. Est-ce que tu interagis directement avec ton public sur scène? Je fais un peu des deux. De formation, je te dirais, j'essaie de ne pas faire des numéros en crowd work parce que j'essaie de travailler des numéros et de les amener aussi loin que possible, puis de raffiner mon travail, d'approfondir mes personnages de numéros. Mais je suis vraiment partante. Si quelqu'un réagit dans la salle, je suis très, très prenante pour partager puis interagir on the spot avec les gens. Je trouve ça très intéressant, mais c'est pas mon entrée en matière. Mais des fois, il se passe des situations, puis c'est comme, tu sais, tu y vas, puis c'est le fun, puis ça lève, puis les gens allument, puis comme c'est justement impromptu, c'est pas planifié, ça amène une autre énergie, mais je te dirais que ce n'est pas mon approche de base. Avec les hecklers, tu dois adorer ça. Ça dépend des hecklers, parce qu'il y a des hecklers qui sont vraiment là, soit sourds ou soit vraiment très imbus d'eux-mêmes. Parce qu'à un moment donné, un heckler, ça peut être le fun, mais quand tu vois qu'il ne lâche pas, il faut que tu trouves un moyen de ramener les gens vers toi, là, parce que sinon, ils vont être dérangés. Là, leur énergie va être interrompue ou va être sapée par le heckler. Fait que il faut trouver une façon soit de calmer le heckler ou soit de faire en sorte que la salle vienne vers toi plutôt que vers le heckler. Ok, fait que je m'attendais à ce que tu me dises, ouais, ça, j'aime, tu sais, un petit roast à l'ancienne, là, non, c'est pas ça que tu fais, là. Non. Non? Non, c'est ça. Il faut. C'est-à-dire que je vais tester le genre de personne avec qui je m'ostine. Puis à un moment donné, si je vois que, tu sais, pour toutes sortes de raisons, la personne comprend pas que c'est un show d'humour, qu'on respecte le micro, ben je vais faire en sorte d'attirer l'attention vers moi, puis de faire en sorte que les gens reportent leur attention vers le micro. OK. Nice. Là, je me demandais depuis tantôt que j'essaye de la plugger, cette fameuse question. J'essaie de suivre mon cadre, puis là, j'ai compris, OK, on sort du cadre. C'est parfait, c'est parfait. Parce que ça a vraiment pris la forme d'une discussion plus que d'une entrevue guidée. Tu m'as dit tantôt que ça faisait 2 ans que tu as commencé à faire de l'humour, des open mic, tout ça. C'est quoi qui a été l'élément déclencheur? C'est quoi qui t'a vraiment donné le goût de commencer? Il y a tout le temps, pas un événement nécessairement, mais une circonstance qui fait qu'on se dit, on se lance aujourd'hui en humour. Ça a été quoi dans ton cas? Ben, moi, ça a été de découvrir, premièrement, ça a été ma job. Je haïssais tellement qu'il fallait que je fasse autre chose. Donc, et ça a été de découvrir qu'il y avait des cours d'humour le soir à l'École nationale de l'humour, parce que pour moi, ça restait une référence. T'sais. Je voulais pas m'en aller prendre n'importe quel cours avec n'importe qui que je connais pas. Ça a vraiment été, à un moment donné, je faisais comme, comment je te dirais bien ça? Je faisais comme tu sais, quand tu revises ta vie, là, quand tu fais une étape de consolidation de ce que tu as fait, puis de ce que tu veux faire, puis de ce que tu voudrais faire, bang, les choses ça n'a pas arrivé bing bang, un dans l'autre, mais tout ça a convergé vers l'humour. Et puis, j'ai fait cette découverte-là, puis ça a été bing bang, that's it, j'y vais. Fait que j'ai dit au diable le stress, au diable le tract, parce que le tract, ça a vraiment été quelque chose de majeur toute ma vie. Mais j'ai dit, bon, ben j'y vais, mais j'avais besoin j'avais besoin d'un cadre un peu rassurant où il y a un prof, puis il y a une salle, puis il y a d'autres étudiants, parce que je trouve que le fait de voir d'autres gens agir, puis répondre, puis comprendre les choses différemment de toi, ça t'amène ailleurs, puis ça t'amène du jus, puis toi, tu donnes du jus aux autres, puis j'aime beaucoup la collégialité de tout ça. Donc, quand j'ai découvert ça, je suis allée direct après. OK, fait que si je comprends bien, là, je fais une déduction de mon côté. T'es de la même mouture, si on peut dire, de la même batch des cours que Léonard, Sacha, P.A. Boily. Oui. OK, vraiment,
je me dis tout le temps, je vais essayer de viser en dehors de cette petite gang-là. Mais non, je suis encore dans la même maudite gang. Maudit, ils sont partout. Ils sont partout. Je suis de la gang qui n'aime pas le jump de jour, fait qu'ils veulent développer autre chose le soir. C'est ça. Ok. Nice. Puis, tu dirais que... Bon, je sais que c'est très très difficile, c'est une question affreusement déchirante à donner une réponse exacte, fait qu'on voyait dans le fluffy ou dans les exactitudes si t'es capable. Tu décrirais ton mot comment? Tu décrirais ton mot comment? Ton style d'humour, tu le définirais comment? Quel genre en particulier? Ou, moi, je suis une humoriste du peuple, pour le peuple et par le peuple. Donc, je suis de la gang. Tu sais, je suis du Pingadois, puis Hochelaga Maisonneuve. J'ai vécu en campagne, je disais tout ça, mais je veux dire, fondamentalement, je suis pas une humoriste de politique, je suis une humoriste du quotidien. Ok. Fait que, donc, des relations humaines. Oui. Ouais, ben c'est sûr que j'ai remarqué quand j'ai vu ton chat. Désolé tout le monde, désolé ton chat. Surtout que mon chat c'est un chien. Il se peut rien qu'un chien, c'est un pitbull. Fait que ce serait un beau Simonax si tu l'appelais son chat. Ben il est bien cool. Pas grave. Viens mignon. Oh, ben est-ce qu'on va le voir à la caméra ou. Je sais pas si on va le voir à la caméra parce que viens-tu Bazou? Mon chien s'appelle Bazou. Viens Bazou. Viens, hop. Tu vois-tu quelque chose? Tu vois une belle grosse face de pitbull? Ben ouais, hey, salut Bazou. C'est mon gros Bazou, c'est mon fils, mon bébé puis mon bonheur. C'est une première au tête creuse. C'est vrai? Un animal en live, c'est une première, fait que... Enchanté Bazou, t'es le premier chien officiellement au tête creuse. Tu veux Bazou, t'es le premier chien sur le podcast. Bravo bébé. Oui. Pour répondre à ce que je disais... Quand je t'ai vu en show via Zoom, oui. P.O. et ses palpitants, qui d'ailleurs le show de P.O. Body qu'on a parlé rapidement précédemment, oui. J'ai remarqué que tu as beaucoup d'expression. Tu es quelqu'un qui a beaucoup de personnalité dans ta façon de t'exprimer sur une scène. Des choses, oui, c'est ça. Et oui. C'est pour ça que j'ai aimé ça, ta comparaison. Je suis un humoriste du peuple. C'est ça, exact. Oui, c'est parce que je suis pas une politicologue. Tu sais, je dis, il y a des gens qui... C'est pas... J'aime trouver des ironies, j'aime trouver des contresens, ça n'a pas de bon sens, des choses contradictoires, mais je reste... Je vais toujours rester... Mes préoccupations puis mes considérations sont les miennes, c'est-à-dire une fille du peuple, une fille qui travaille, et puis que c'est ça, c'est mon univers. Donc, c'est ça. Exactement. Puis j'avais remarqué, là, je sais pas si c'était particulier ce numéro-là, ou si c'est un pattern qui se répète quand même une fois de temps en temps. T'as fait un petit peu, pas de l'anecdotique, mais tu nous racontais... Oui, j'ai tendance à procéder par anecdote, effectivement. Okay. Oui, c'est beaucoup... quand je travaille un numéro, j'ai tendance à raconter une histoire. Fait que c'est vraiment le style, effectivement, qui se dégage, en tout cas à date, parce que si c'est pas en anecdote, mais c'est parce que je suis en impro. Et tout simplement. Mais habituellement, j'aime ça, raconter une histoire, puis faire le tour. T'sais. Parce que ces histoires-là m'ont frappé pour une raison en particulier, puis c'est là-dessus que je veux... que tu veux développer le numéro. C'est ça, exactement. C'est l'élément qui me chicote ou que que tu mets en histoire puis que tu élabores un numéro autour de ça. Oui. Mais j'ai tellement... Ok, désolé tout le monde, je vais faire un référent peut-être plus niché pour les gens qui ont vu le numéro dont que je parlais précédemment, mais j'ai tellement aimé ton numéro avec la fille que faut qu'elle se vire d'abord 2 fois pour faire une ombre. Oui. Ouais, c'est ça. J'ai adoré parce que d'un, t'as des référents quand même précis justement à Lucky Luke parce que c'est quelque chose qu'on voyait dans le dessin animé. Je me souviens quand j'étais jeune. Parce que oui, j'ai déjà été plus jeune que je suis présentement. Oui. Il a fallu que tu commences quelque part et que tu pousses un peu.
Ouais, c'est ça. C'est très, très graduel comme évolution, hein. C'est ça. Comme On tout n'a le pas monde. le choix. Comme tout le monde, j'ai commencé par pleurer, puis chier dans ma couche. Oui. Puis j'ai grandi, puis après ça, j'ai fait un coma, puis j'ai recommencé à chier dans ma couche. L'évolution, elle a repris le même chemin. J'ai appris à marcher, à parler. Si, c'est Fait que sauf que t'en étais conscient la deuxième fois. oui. Là. c'est juste trop tentant d'aller vers ça. Quand j'ai commencé à parler de couches et tout ça, là, ça m'a ouvert une porte. Désolé tout le monde. Non, mais moi, j'aurais une question, par exemple, à te poser. C'est-tu plus dur à apprendre la deuxième fois que la première? Ben, je te dirais que la deuxième fois, c'est clairement plus dur, parce que la première, je me souvenais pas, fait que j'ai pas de point de comparaison. Ah, t'es pas sérieux. OK. Bon, Tu sais, je me souviens pas d'avoir réappris à marcher ou d'avoir réappris à parler. Tu sais, d'avoir appris à parler étant jeune, c'est pas quelque chose qu'on garde en mémoire. Non, c'est ça. Non. Tu sais, oui, je me rappelle que c'était très très dur quand j'étais enfant. Il y a des choses que je disais pas comme faut, puis que les gens me reprenaient constamment. OK. Mais, je vais vous vendre un punch. C'est la même crise d'affaires quand j'apprends à parler à 20 ans. On a posé la question, là, tout le monde te reprend tout le temps pareil. Ouais, ben, moins pire à cette heure, mais même la façon que je me tenais, j'étais tellement spastique quand je suis sorti du coma que là, je vais essayer de le montrer, mais quand je parlais, j'avais tout le temps le bras qui venait comme ça. Ah oui? Parce que j'étais spastique, puis mon bras, il est encore spastique. Mais c'était devenu comme un... Moi, t'étais tellement spastique. Oui, j'ai tellement des spasmes dans les nerfs. Okay. Ouais. Puis ça, j'en ai encore beaucoup, mais pour mon bras, ça s'est relâché. Mais mon bras, on venait tout le temps seul de même, puis là, il fallait que les gens me disent « Baisse ton bras, baisse ton bras. » Hein, quoi? Ah, ouais, ok, désolé. C'est niaiseux, mais... C'est pas comme ça, c'est un instinct de protection, par exemple. Ouais, mais ça, c'est simplement que, encore aujourd'hui, je suis capable de le déclencher, puis qu'il se mette à terre. C'est tout seul, c'est comme ma jambe. Okay. C'est vraiment tout le côté gauche fonctionne moins bien. Fait que c'est pour ça qu'il remontait tout le temps de même, puis que, parce que le muscle était comme trop tendu. Oui. Fait il restait tendu, le signal se rendait moins bien. OK. Le signal nerveux de la tête, veut pas, les ramifications vont jusque-là, non? C'est quand même un réflexe aussi neurologique que ça me semblait plus naturel d'avoir le bras dans les airs que le long du corps. C'était plus confortable quand il était dans les airs que quand il était au long. Parce qu'il fallait que je le force pour rester droit sur le côté de mon corps. C'est comme une contrainte, là. C'est ça, il fallait que tu fasses un effort qui reste droit. Versus... C'est ça. C'est quelque chose quand même, hein? Oui, mais moi, je trouve que c'est tellement ça qui... Ça m'a pas donné goût de remonter sur un stage ou quoi comme ça. Mais ça a été le début de ma route vers m'en aller en humour plus. C'est tellement de jus humoristique à d'être handicapé. Oh! C'est vaste. des affaires, là. Ah ouais, regarde, j'ai un numéro... que je vais avoir de la misère à rentrer en 10 minutes, que je parle de ma sonde urinaire, puis j'arrive sur le stage avec une sonde urinaire. Je le trouve tellement hilarant que... c'est ça. J'ai tellement de choses que j'écris par rapport à ça, que je trouve que c'est vraiment ce qui m'a amené le plus de jus, d'anecdotes à raconter. Ah ben oui, là, c'est sûr. Là. Écoute, c'est comme complètement majeur, là. Puis, je dis, ta réhabilitation, je sors du contexte, mais où tu as fait ta réhabilitation? Parce qu'il a fallu que tu fasses une réhabilitation, là, complète. Réadaptation, j'ai passé 1 an en réadaptation environ. Trois-Rivières à... voyons, on va rentrer dans le intervalle. Fait que tu avais des physios, tu avais des médecins, tout le monde, là, puis il fallait que tu fasses tes exercices. Comment était le personnel infirmier? Je dirais que... Bitch! Non, mais il y en a que des matins, j'étais content quand c'est les étudiants qui s'occupaient des douches des fois, tu sais. Non, mais c'était pas déplacé, le fait d'être content, tu sais, j'étais pas bandé dans la douche. Je vous rassure, tout le monde, ce que je veux dire par là, c'est que c'est plus rassurant quand une fille est à côté sur le bord de la douche puis qu'elle te regarde te laver. Si la fille, elle te plaît, tu sais, que t'as trouvé de ton goût, c'est déjà moins traumatisant que quelqu'un qui a l'âge à ta mère. Désolé, je veux pas te vexer. C'est ça, je le savais. T'aurais pas aimé ça que j'aille te regarder prendre ta douche avec les cheveux en bonne sur le bord des oreilles, là? Non.
les bonnes femmes germaines, là, tu sais, là, allemandes, là, tu sais, qui passent au bac, là. Les belles grosses carrées, là, tu sais, les fortes un peu, là, qui te... Mais le plus gros malaise que j'ai vécu dans une douche, c'est quand j'ai eu mon évaluation d'ergothérapie dans ma douche. Ben voyons donc! Ça, c'est une ergothérapeute qui vient te regarder dans ta douche avec ses notes sur calepin, puis qui décortique tout ce que tu fais, dans quel ordre que tu te nettoies, ta posture dans la douche, est-ce que tu poses pas de tomber, est-ce que t'es autonome à te laver tout seul. Ok. Fatigant, ça? Ah, mais c'est tellement malsain, c'est tellement dérangeant. T'as une fille avec un calepin, puis qui prend tout ce que tu fais en note, puis que, tu sais, qui regarde, bon, tu te laves la bisoune avant ou après t'avoir lavé le visage? Tu sais, à ce point-là, là. C'est quoi le résultat? Tu te laves-tu la bisoune avant ou après de t'être lavé le visage? Ok, je vais faire une confidence. J'étais tellement nerveux avec la pression. T'as lavé la bisoune avant, hein? Ouais, c'est ça, j'étais tellement nerveux, je me sentais pas à ma place. C'était tellement dérangeant de me faire observer que je me suis mis à sprinter le lavage, puis à un moment donné, j'ai juste fait, j'ai tout fait les morceaux, et si je veux sortir d'ici, je suis pas bien. Fait que j'ai fini par laver la bisoune avant de me laver la face, puis là, après ça, elle me dit ça. Je suis comme, ok, c'est pas moi qui étais fou, là. Tu m'observais vraiment à ce point-là. Je me sentais pas bien, pis c'était pas pour rien. J'avais raison de pas me sentir bien, là. Je me sentais violé. Mais c'est ça, écoute, c'est pas d'intrusif, c'est bien ça, mais c'était une femme qui était là. Oui, puis une femme écoute, moi, si ça avait été moi, je t'aurais fait ça sympathique, là, tu sais, j'aurais pu tenir ta serviette, c'est-à-dire, oublie pas de laver la bisoune, lave la bisoune avant, après t'avoir lavé le visage, faut pas que tu sois gêné, j'ai vu ça toute ma vie, je sais pas, qu'est-ce que j'aurais pu te dire pour te réconforter? J'en ai vu de toutes les grosseurs, et pas peur, ça va relever, si ça lève pas tout seul, il y a des petites pilules bleues, faut pas que tu sois gêné. T'sais, essaye de pas faire un petit numéro 2 dans la douche, par exemple. Essaye de t'obtenir. Je sais pas si tu vas... Non, mais écoute, t'sais, on pas faux. J'avais essayé de te réconforter un peu, là. Non, t'es chaude, toujours. Mais tu sais, c'est quelque chose que on réalise pas quand que on est patient. Tu sais, j'ai une ex qui aujourd'hui est infirmière. Pis ça, pis, tu sais... Des bisounes, ils envoient à longueur de journée, c'est ça le job. Ouais, mais c'est pas la tienne. Ouais, mais c'est ça. Moi, c'était. Tu sais, ça fait déjà un mois et que c'est une infirmière qui me change ma couche puis qui me torche, puis je vais aux toilettes, puis j'ai même pas le droit de me torcher tout seul. Faut que ce soit quelqu'un qui vienne me torcher. Tu sais, ça, c'est comme la goutte de trop qui a fait déborder le vase. Quelqu'un qui m'observe pendant que je me lave, puis qui prend tous mes faits et gestes en note. C'est dérangeant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est extrêmement dérangeant. Oui. Mais est-ce que la personne qui faisait qui prenait tout en note, est-ce qu'au moins elle était sympathique ou elle était juste comme complètement inaccessible? Oui, c'est une ergo que je voyais plusieurs fois par semaine, justement, qui travaillait directement au lieu où c'est que j'étais en adaptation. Mais je vais t'avouer que même à ce jour, je déteste encore profondément toutes les ergothérapeutes. Non! Quelqu'un qui me dit, moi je suis ergothérapeute dans la vie. Ok, je vais te laisser ta chance. Je donne la chance au coureur. Mais est-ce que tu pars avec 50 points de retard que c'est quelqu'un qui me dit, ok, moi dans la vie, je suis physio, tu sais, n'importe quoi d'autre. T'es bois, t'as 50 points d'avance sur un ergothérapeute. T'es sur la gauche, t'as 50 points d'avance pareil. Tu sais, regarde. J'ai vraiment un problème avec les ergos parce que toutes les sphères de ma réadaptation, c'est tout le temps avec des ergos que j'ai eu des conflits. Bon, désolé tout le monde pour cette grande sortie. On va ramener ça un peu. Non, mais écoute, on apprend des choses, tu sais, on te book pas avec un ergo, ça c'est clair. Pas en date, pas de lift en char, pas d'ergo, point la ligne. On va passer. Marceau, tant que tu veux, mais ergo, no way. Et voilà. Ben, je laisse tout le temps la chance au coureur, mais la personne va juste partir avec des points de retard en maudit. C'est ça, tu sais, il va falloir qu'elle court, justement. Elle est mieux de m'amener mon café, 3 sucres, 3 laits. Puis avec tu sais, ça goûte pas encore le café avec 3 sucres, 3 laits. Ben, je t'aimes pas le goût du café. Non, je bois mon café noir ou comme ça. Je bois noir ou comme ça, j'ai les extrêmes. C'est sauté Morton.
étant donné que le café est comme température imbuvable, là, température bouilloire en train de déborder, là, Oui. ben, je demande tout le temps 3-3 parce que en réalité, j'aime pas vraiment le lait. OK. Puis, le sucre coupe le goût du lait, fait que c'est tout simplement pour ça. Mais sinon, je le prends noir. Mais ouais, il y a encore un petit goût de café là-dedans. On finit par le trouver. Un son creuse. Parce qu'il est bien il est bien dissimulé, tu sais. Oui. Effectivement, oui. Non, moi, je prends le café noir. Puis si la cuillère pouvait tenir dedans tellement qu'il est fort, c'est encore mieux, là, tu sais. C'est pas... c'est ça. Faut pas que la cuillère fonde, là, mais juste un petit peu avant. Moi, j'étais curieux. J'aurais aimé savoir si tu as des projets en humour pour les dans un avenir quelconque, là, étant donné que l'avenir est tellement incertain avec la pandémie qu'on a. Oui, c'est ça. Que là, je ne vais pas te donner, tu sais, je dis dans l'année ou dans les 2 ans à venir, mais là, on va dire projet en général. Est-ce qu'il y a des choses que tu aspirerais à participer ou à faire? C'est sûr que je te dirais dans la prochaine année, parce que veux pas, tu sais, j'ai été comme en pause pendant comme 6 mois, même si j'écrivais ou j'essayais d'écrire, c'est pas comme jouer. Je veux continuer à faire des open mic autant que faire se peut pendant 1 an, mais vraiment travailler l'écriture parce que c'est sûr que j'aimerais ça arriver à l'étape suivante, tu sais, arriver à aller faire des auditions comme des shows, tu sais, comme Prochain humoriste ou tu sais, des choses comme ça qui peuvent servir de tremplin. Parce que le circuit des bars, je pense qu'il faut le faire, c'est le métier, c'est la base, tu apprends à vivre dans les bars. Et puis, mais à un moment donné, il faut... je veux faire ça encore pendant comme 1 an et demi, mais je veux développer plus de visibilité, aller visibilité, chercher, oui, c'est ça, exactement. Aller chercher d'autres portes qui... Mais, je te dis visibilité, mais dans le fond, c'est des défis de plus, tu sais. Oui. Parce que, à un moment donné, tu sais, est-ce que tu veux être humoriste ou tu veux pas? Faut que tu le décides. Parce que tu peux faire des bars toute ta vie. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Je trouve ça fascinant. J'apprends vraiment beaucoup de choses. Je rencontre des gens généreux, des gens vraiment formidables. Mais à un moment donné, je vais vouloir aller plus loin. Ça, je le sais déjà. T'sais. Fait que dans quel time frame ça va se faire? Je te dirais, laisse 2 ans pour essayer de contacter, réseauter, me placer, me raffiner. Puis, surtout parce qu'il y a des points d'interrogation majeurs sur toutes les étapes de la faisabilité, là, les shows, les ci, les ça. Et si je fais pas de terrain, si je fais pas assez faut que je me développe vraiment. Je pense que les bars, c'est un des meilleurs endroits pour le faire. Là. Quand je parle de bar, là, je te parle de scène. Oh, oui. Que ce soit dans un bar, les bars, la scène, je veux faire de la scène, parce que c'est l'école. C'est l'école de l'humour, littéralement. J'ai cru voir que tu commençais déjà à sortir du circuit open mic, là. J'ai cru voir ça dans mon stalking, là, que tu faisais une première partie ou quelque chose comme ça. Là. Oui, pour Steven, là, le 17, pour Steven Bilodeau, là, avec Simon Lavergne à l'animation, puis Pascal Martineau aussi, qui vont faire les deux. On va faire la première partie de Steven. C'est un one-off. J'espère que ça va se répéter avec d'autres opportunités de ce genre-là, parce qu'effectivement, c'est très intéressant. Mais pour moi, ça revient dans la catégorie des planches, dans la catégorie c'est sûr que c'est pas comme un open mic, c'est clair, mais toute catégorie confondue là, de planches, parce que c'est vraiment sur les planches que ce métier-là s'apprend. Avant de, tu sais, je dirais de me sentir le torque là, pour la confiance pour aller passer des auditions, parce que passer des auditions, c'est une aventure. Et c'est ça. Fait que je veux me préparer le mieux possible, mais c'est sûr que je vais vouloir... c'est ça. Puisque je vais avoir d'opportunités pour faire comme des premières parties ou faire des corpos, c'est clair que je vais y aller. Parce que c'est du développement. Oui. Là, 2 questions. Oui. Est-ce que tu as déjà tenté ta chance à des auditions dans un... peu importe le cadre... Est-ce que tu as déjà essayé ou... En humour, tu parles? Oui, ben... Non, pas en humour.
Je l'ai fait en musique, mais pas en humour. Okay. Je l'ai fait en musique ou je l'ai fait en théâtre, excuse-moi, mais pas en humour. Et je déteste les auditions, fait que c'est pour ça que je le sais, il faut que je me prépare. J'ai dit 2 questions. J'avais vraiment 2 questions. Je sais pas mentir. Là. Je te promets, je sais pas mentir. Mais j'ai quand même oublié la 2e question. Es-tu sérieux? Ouais, c'est le fun. Elle était meilleure que la première en plus. Avec donc? TCC, hein, regarde. C'est sûr que ça va sur les coups sans tête. Puis il n'y avait pas de lien avec la première. Non, mais c'est de quoi qu'on parlait avant ça? Là, on parlait de comment mes plans d'avenir, puis ce que je me voyais faire dans un... tu m'as pas vraiment donné de délai, mais tu me demandais mes plans pour l'avenir. Ouais, mais... Grosso modo. C'est ça, je me souviens, j'ai pogné des questions au vol, puis je les retenais depuis un bout, fait que... my bad, désolé tout le monde. C'est moi qui ai vendu le peu pour 2 questions, puis je n'ai que livré une. Désolé, j'ai pas livré de matériel. T'as-tu un crayon, un papier d'un crayon? La prochaine fois, écris-les tout de suite. Ben, normalement, je les retiens. Mais ça faisait quelques épisodes, ça m'était pas arrivé, ce petit malaise-là d'oublier une question. Mais on va faire avec, fait qu'on enchaîne. C'est ça, exactement, on enchaîne. Vas-y fort. OK. Là, je me ramasse vraiment. Aucune question préparée. J'ai ça quand ça fait ça. Ben, c'est le fun. Oui, regarde. On passe à une autre. J'en ai une. Oui. Comment est-ce que tu as trouvé ça, faire de l'humour sur Zoom? Tu sais, justement, je sais que t'en as fait dernièrement parce que c'est pas via Zoom que je t'ai découvert. Oui. Comment est-ce que tu as aimé ton expérience de participer à une soirée d'humour informatique, si on peut dire? Ben, j'ai trouvé ça le fun parce que en ce moment, on n'a pas mieux. Mais c'est sûr que pour moi, le live, les gens, le contact, ça se remplace pas. Mais je trouve qu'avec Zoom, le stress est moins grand. Je trouve que c'est plus, l'entrée en matière est plus facile souvent. C'est moins intimidant. D'un autre côté, il y a moins, tu sais, on se parle, on établit un contact, mais puis même s'il est bon, comme je trouve qu'on a un bon contact en ce moment, même si le contact est bon, je trouve qu'en personne, il y a un oomph de plus, tu sais. Mais est-ce que je suis contente? Je suis contente de pouvoir le faire. Je suis contente de pouvoir voir des gens faire leur numéro. Je suis contente de pouvoir rencontrer des gens. Mais j'ai trouvé que c'était une bonne solution. Mais ça reste une solution. Et puis, c'est sûr qu'il va falloir s'habituer parce que ça va rester. Fait que je trouve ça le fun de devenir confortable avec le médium. Mais je vais rester une amoureuse des planches au même titre que je reste une amoureuse des livres et non pas du Kindle, là, tu sais. Je trouve ça pratique, le Kindle, mais j'aime ça sentir le papier. Tu sais, je suis une romantique, je suis une vieille de la vieille. Ah, mais ça, je suis sûr. Peut-être que c'est ça parce que je suis auteur, là, mais j'aime toujours les bons vieux livres, bien plus que n'importe quoi d'autre. Tu t'accommes quelque chose pendant que tu lis. Je sais pas, je reste amoureuse de ça. J'ai toujours aimé les livres. J'ai toujours lu beaucoup par curiosité puis tout ça, puis je reste amoureuse de ça. Par contre, je trouve que, tu sais, en tout cas, surtout pour les malvoyants ou même des personnes âgées où tu as besoin de plus gros caractères, avec Kindle, je trouve que c'est une belle solution pour ça. Oui, exact. C'est une bonne idée. Mais bon, c'est ça. Fait que tu vois, c'est une question de valeur. C'est juste que je préfère encore les planches, mais je trouve que Zoom, puis cette possibilité-là de se parler, puis de se voir, puis de... Tu sais, parce que juste au téléphone, on se voit pas, là. Mais là, on se voit. Je trouve ça le fun, je trouve ça plus réel, plus tangible, plus stimulant. Deuxième partie à ma question, que cette fois, je n'en ai pas oublié. Depuis le mois de mars, oui. Est-ce que tu as refait des shows devant public? Et si oui, ça a été quoi ton feeling là-dessus? Mon mère grande gueule, désolé tout le monde, je fais tout le temps ça. J'ai-tu refait un show? Oui, j'ai fait un show. J'en ai fait juste un, en fait. Okay. Et puis, je n'ai pas de bout. J'étais tellement contente. Tu sais, je me contenais plus, là, parce que j'étais contente de faire un show live. J'étais contente de voir des gens live. Puis c'est quand ils ont ouvert les bars, là, avec 50 personnes et tout ça, là, que là, les soirées ont commencé
à se réouvrir et tout ça. Puis je dis, dès que ça a été possible, évidemment, il faut que tu envoies une demande et tout ça, là, tu sais, mais je dis, ça a été, c'était quand, donc j'ai fait ça? C'est au mois de juillet, au mois de juin, au mois de juillet? C'était-tu au jockey? Oui, c'était au jockey. Hey, crème, je sais pas sûr, ben je stalk tellement de monde pour mes podcasts, là, je sais pas sûr, je mélangeais pas deux stalking ensemble. Non. Je crois que c'était le 8 juillet. Ça se peut-tu? Ça se peut, effectivement, oui. Ah oui, c'est bon. Comment ça fait que tu fais ça? Je suis bien renseigné. Il y a des antennes partout, là, lui, là! Ah oui, non, la technologie, quand on sait l'utiliser, là, c'est quasiment malsain, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ah, c'est intense. Non, mais c'est vrai, exactement, puis je trouve que c'est tellement une belle place, le jockey, parce que, premièrement, on est bien reçu. Ça, je trouve ça... ça fait vraiment une différence. On se sent à l'aise, on se sent bienvenu. Puis je veux dire, moi je suis allée, les 2 fois où je suis allée le mardi. Fait que c'est Olivier Pratt puis Danny qui sont là. Et 2 amours, mais vraiment, ils rendent ça accessible, fluide, humain. Ça fait que tu sais, là, tu stresses pas, là, t'as pas comme 1,5 tonne de pression dans le dos. Puis je veux dire, je trouve ça vraiment bien. Ils sont généreux, les gars, puis ils accompagnent bien. Fait que j'ai trouvé ça réconfortant. J'avais vraiment hâte, mais j'étais nerveux aussi parce que c'était le premier depuis un petit bout de temps. Et puis, non, ça s'est bien passé. J'étais contente, mais j'étais vraiment contente de faire la scène, là. Oui. Nice. Oui, exact. Moi, si tu avais des plugs à faire, j'irais avec ça parce que ça fait environ un petit peu plus qu'1 heure qu'on est là. Fait que... Sérieux? Ah, moi. Ah oui. Ça passait tellement vite, j'ai pas vu le temps passer. Ouais, mais là, j'aurais pas le choix de te réinviter d'après moi prochainement parce que j'ai même pas passé le cadre de mes questions. J'ai même pas passé le cadre de mes questions habituelles. Fait que... C'est pas de problème, ça va, quand tu veux, ça va me faire plaisir. Mais oui, pour les plugs, écoute, je vais me plugger. J'ai ma page Facebook, gaël.etc. Si les gens veulent venir me voir ou rire des photos de mon enfance. Et puis, voyons, qu'est-ce que je voulais te dire? Bon, le 17 octobre, je fais la première partie de Steven Bilodeau à la salle Le Bourgneuf, sur le boulevard Le Bourgneuf à Québec. Ça, c'est le 17 octobre. Et puis... tu vois, j'en avais un autre, puis je viens d'oublier. Oui, mais moi, c'est parce que je suis vieille, c'est pas pareil, là. C'est comme... mais c'est une autre forme de TCC. Disons ça comme ça. Exactement, c'est un trouble de comportement compulsif. Voilà. Et voilà, c'est ça, exactement. Donc, je sais que j'en ai un autre. Oui, le 23 septembre, je vais être à l'Humour à côté sur la rue Saint-Denis, une soirée qui est faite par Fabrice Bodilan, qui est animée par lui. Ça va être la première fois que j'y vais, mais c'est ça. Donc, j'ai connu Fabrice dans les ateliers Franck Grenier, mais ça va être la première fois que je vais à la soirée à cet endroit-là. Donc, écoute, quand tu me réinvites, je t'en reparle sans faute. Nice. Nice. Moi, de mon côté, si tu veux suivre le projet, que le projet reste en santé, tu peux le faire de 2, même 3 façons à cette heure, c'est vrai. Okay. Tu peux suivre sur Facebook la Tête Creuse Tradition Podcast, tu t'abonnes à la chaîne, puis on va bien aller, je vais être super heureux. Sur YouTube, la chaîne Louis Dumas. Oui. Puis sur Twitch, nouvelle plateforme. La plateforme n'est pas nouvelle. Je suis nouveau sur la plateforme. Tu es nouveau sur la plateforme, OK. Fait que Louis Dumas 32. Le lien est en haut dans la vidéo. Okay. Fait que. OK. J'espère que ça m'amène au bon endroit. Il n'y a pas de non-voyant. Parce que sinon, là, vous allez avoir un problème au niveau de la lecture du lien. Sinon, comme d'habitude, les likes, les commentaires puis les partages sont bienvenus. Parfait, excellent. Sur ça, bien parfait. Un gros merci. Ça a passé vite, Louis. Écoute, vraiment, là, merci tout le monde. Merci, j'ai passé un excellent moment. Et puis, je te dis, on se reprend quand tu veux. Ça va être avec un grand bonheur. Parfait. Fait qu'un gros merci. Merci puis, à toi. Surtout à toi, Gaël, parce que tu me dis merci, mais moi, s'il n'y avait pas d'invité qui accepterait de venir au podcast, il n'y en aurait pas de podcast où je serais tout seul. Ben, c'est le bonheur mutuel. Je vais faire comme les perruches. M'emmener un miroir, puis une piquer une jasette. Oui. Comme une perruche, ce serait magique. Beaucoup de perruches sur Internet, par contre. Il y a des moineaux, mais des perruches, moins.
Ouais, c'est sûr que c'est peut-être pas ce qui serait le contenu le plus accrocheur de l'année, mais je vais peut-être l'essayer. Je vous reviens là-dessus, tout le monde. Peut-être qu'il y a un épisode que je vais faire tout ça avec mon miroir. On va peut-être bien rire. Exactement. Tu te poses toi-même tes questions. Hein? On fait du Freud en perruche. Ouais. Fait que, yes, salut tout le monde. À la semaine prochaine. Coucou, bye tout le monde.